Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à l'Étoile du Nord, le siège de SNCF Réseau, où, vous l'avez constaté, un plateau éphémère a été installé pour pouvoir débattre dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. Alors, je suis Géraud de Vaublanc et j'aurai le plaisir d'animer ce débat autour du thème générique des Journées européennes du patrimoine, ce que l'organisation a choisi cette année, c'est-à-dire patrimoine et éducation, apprendre pour la vie. Alors autour de ce plateau, j'ai le plaisir d'avoir 4 invités aux horizons très différents, aux profils très différents. Ça promet une discussion très intéressante. J'ai à ma droite Véronique Veston. Alors Véronique Veston, vous êtes architecte du patrimoine et responsable de l'expertise patrimoine d'AREP. Xavier Perrin, qui est vice-président immobilier du groupe Schneider Electric. Tam Chorang, qui est directeur de clientèle au sein de la start-up Numa. Et puis Hugues Boursier, qui représente SNCF Réseau, qui est l'organisateur de cet événement et qui est responsable formation au sein de SNCF Réseau. Alors, le thème que l'on va plus spécifiquement travailler ensemble aujourd'hui, c'est patrimoine, architecture et aménagement au service de la transmission des compétences. Alors ma première question, elle sera pour vous, Véronique, même si les personnes qui nous suivent en ligne sont les bienvenues pour poser également des questions. On aura beaucoup de choses à se dire, mais si on a le temps, on essaiera d'en prendre quelques-unes à la fin. Mais ma première question, elle est très simple. Dans le titre « Patrimoine, architecture et aménagement au service de la transmission des compétences », on a choisi de mettre le mot patrimoine au pluriel, alors qu'il est souvent au singulier. Pourquoi un patrimoine au pluriel ? Alors, très bonne question. Donc déjà, je suis ravie d'être ici pour les 37e Journées européennes du patrimoine. Et ce thème qui nous rassemble tous aujourd'hui est vraiment le thème du partage et effectivement de la transmission. Donc pourquoi est-ce qu'on peut mettre un S au patrimoine? C'est déjà, si on redonne la définition du patrimoine, on est complètement lié avec cette notion de transmission, d'apprentissage, de transmettre, puisque le patrimoine, au singulier pour le moment, c'est ce qu'on veut transmettre de nous, c'est ce qu'on veut préserver de nous, c'est ce qu'on veut donner aux générations futures. Si on regarde ça, qu'est-ce qu'on veut transmettre de nous? Beaucoup de choses. Le patrimoine, là, il devient pluriel parce qu'on a le patrimoine qu'on connaît, le patrimoine immobilier, avec des édifices, des monuments historiques qu'on va célébrer ce week-end. Exactement. Et on a aussi tous les patrimoines qui sont les paysages, qui sont les grands ensembles urbains, les grands ensembles ruraux, tout ce qui va faire également l'immatérialité du patrimoine, c'est-à-dire notre savoir-faire, notre culture. Et avec toute cette ouverture, on voit que le patrimoine ne peut évidemment pas être au singulier, mais évidemment pluriel. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la SNCF est porteuse d'un magnifique et unique et exceptionnel patrimoine. Et pour le coup, patrimoine avec un S, avec des édifices, un réseau, un maillage du territoire avec un patrimoine unique au monde. Merci Véronique pour ce cadrage. Et pour rendre les choses très concrètes, je vous propose qu'on regarde quelques images qui décoiffent. Pour avoir... Louis, brigadier de manutention, présente Pierre, son jeune cousin. Vous aurez surtout, dit le chef de gare aux débutants, à vous prévenir contre ce fléau que sont les accidents du travail. Et quelqu'un est bien placé pour vous instruire, votre cousin. Et beaucoup se souviennent d'un petit Louis, insouciant de sa sécurité, mais qui a fini par comprendre qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Avec prudence, regardant à droite et à gauche, nos deux amis arrivent dans la zone de débranchement. Là, plusieurs enrayeurs travaillent. Observons celui-ci qui attend, on ne sait vraiment pas pourquoi, le dernier moment pour poser le sabot. Quelle imprudence! Une seconde plus tard, il était heurté, renversé et, sans doute, dangereusement blessé. Bon, voilà maintenant le sabot qui reste calé sous la roue. Eh bien, il n'a vraiment pas de chance. Mais qu'est-ce qu'il va faire, sans avoir pris la précaution élémentaire de placer un sabot en amont? Heureusement que Louis l'empêche d'opérer ainsi. Hugues Boursier, vous qui dirigez des équipes qui formaient à des dizaines, même des centaines, si j'ai bien compris, de métiers techniques, j'imagine que vous avez une réaction par rapport à cette vidéo où on voit les métiers d'il y a quelques temps. Cette vidéo date de 1963. Alors, ma première réaction, c'est que j'adore cette vidéo. J'adore cette vidéo qui montre immédiatement d'ailleurs l'importance de la sécurité.
Alors évidemment, les personnes que l'on voit là, à l'image n'ont pas les équipements de protection individuelle, les EPI, mais le geste métier est déjà bien présent, accompagne les personnes qui sont en cours de formation. J'étais assez sensible à ce que disait Véronique sur la pluralité des patrimoines dans la notion de transmission des compétences. Et on voit ici qu'au-delà de la partie immobilière, il y a aussi toute la dimension geste à transmettre, savoir-faire par le geste. Donc je pense que ça montre effectivement déjà quelque chose qui existe chez nous, qui est très prégnant, c'est le geste métier et la sécurité. Alors moi, je me tourne maintenant vers Xavier Perrin. Vous travaillez dans une entreprise qui a une histoire extraordinaire puisque Schneider a été créé, si je ne m'abuse, en 1836 sous Louis-Philippe. Ça ne nous rajeunit pas. Mais juste avant, vous étiez dans une entreprise extrêmement jeune, au contraire, puisque universellement connue, il s'agit de Microsoft qui a été créé en 1975. Alors comment, par rapport à cette vidéo, vous réagissez à ce lien entre le patrimoine, la modernité? Alors, Microsoft est une vieille entreprise dans le software. 40 ans, c'est très vieux. Et Schneider est une vieille entreprise industrielle et une jeune dans le software. Il faut savoir que chez Schneider Electric, on fait de plus en plus de software et on est sur des produits pour aider nos clients. Donc, il y a presque un lien de similitude. Et je pense qu'il n'y a pas d'antagonisme entre l'histoire et la modernité. Schneider est une entreprise très moderne dans la façon dont elle se projette, elle se réinvente. Et ça fait 160 ans que Schneider se réinvente. Et là, on est en train de se réinventer dans l'immobilier en imaginant comment demain sera fait et comment on pourra travailler différemment. Je me tourne vers vous, Tam Chorang, vous travaillez donc chez Numa, qui est une start-up. Or, il se trouve que Numa est un des acteurs qui a été pionnier pour repenser les espaces de travail, notamment en formation, il y a plusieurs années. Alors, une réaction? En effet, chez Numa, on a démarré en 2008 nos activités avec l'ouverture du tout premier espace de coworking à Paris. C'était dans le 2e arrondissement, au cœur de ce qu'on appelait Silicon Sentier. Alors aujourd'hui, tout le monde connaît le concept de coworking, il y en a des dizaines, mais en 2008, il faut se remettre dans le contexte, c'était complètement novateur. Et à l'époque, ce concept faisait d'ailleurs tiquer certains dirigeants et certains managers qui pouvaient penser qu'il fallait absolument surveiller les salariés pour qu'ils travaillent et soient efficaces. Or, cet espace de coworking prenait complètement le contre-pied de ce côté travail surveillé, puisqu'il s'agissait d'un espace ouvert, entièrement gratuit, dans lequel il suffisait de pousser la porte et trouver une place pour s'asseoir et travailler. Il n'y avait même pas besoin de s'inscrire, figurez-vous, et tout le monde était le bienvenu. Et finalement, c'est cette ouverture, cette liberté et cette absence d'organisation qui permettaient les rencontres, le hasard, le partage, les échanges, l'énergie collective et au final, la créativité et l'innovation. Donc c'est vrai que le coworking, ça a été un moment extraordinaire, mais donc ça veut dire que Numa continue à faire du coworking parce que c'est un super business? Eh bien non, en fait, on a arrêté notre activité de coworking il y a 2 ans, donc en 2018, après 10 ans de bons et loyaux services. Et pourquoi? Pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, il y a pléthore d'offres et on considère qu'après avoir joué un rôle de pionnier en ouvrant le tout premier espace, il était temps de passer à autre chose parce que finalement, notre ADN Numa, c'est vraiment l'innovation et toujours proposer des choses qui soient à la pointe, qui soient innovantes et qui font bouger les lignes. Et du coup, depuis 5 ans, on s'est réorienté, on a développé une activité de formation professionnelle, mais en restant fidèle à nos origines et à notre ADN startup, puisque ce que nous proposons aux entreprises et aux grands groupes, c'est de s'inspirer et d'utiliser les meilleures postures et méthodes de travail issues du monde de l'innovation et des startups pour les transmettre à leurs managers et leurs collaborateurs et ainsi œuvrer à la transformation de leurs compétences et de leur métier. Et de ce point de vue-là, dans nos approches, nous considérons que les formations dites traditionnelles doivent être complètement repensées pour rester efficaces. Alors, on reviendra sur ce thème, parce qu'il est passionnant, mais juste quand même, je voudrais revenir vers vous, Véronique, sur cette idée de transmission du patrimoine et de la culture. Au sein de SNCF, il y a une culture, une notion de transmission extraordinaire. Mettez-nous tout ça en perspective. J'ai également beaucoup apprécié cette vidéo. La culture SNCF, la culture du groupe SNCF, ce sont des racines. Et je vais vous donner 2 exemples personnels pour illustrer. Quand je suis rentrée dans le groupe SNCF au sein de Réseau il y a 12 ans, ce qui m'a fascinée, c'est ce qu'on retrouve dans cette vidéo, c'est cette capacité de transmission des hommes et des femmes de la passion de leur métier, de leur geste métier. Et j'ai été formée avec ces hommes et ces femmes, et c'était un patrimoine, je trouve, c'est toujours un patrimoine extraordinaire.
extraordinaire. Deuxième expérience, plus proche avec le travail qu'on fait chez AREP sur la valorisation des gares, par exemple. J'ai eu la chance de visiter énormément d'espaces, de gares et de tomber sur des pépites, des caves, des greniers de nos gares qui ne sont plus occupés pour le moment et avec des traces de la transmission ferroviaire, avec des salles de cinéma, des salles de cours, des objets qui montrent la vie, une vie vraiment innovante et très moderne finalement qu'a construit le groupe SNCF dès ses débuts et qui montre vraiment cette culture et ses racines. Donc, les racines sont vraiment dans ce terreau qui est la culture, et c'est pas du tout quelque chose d'historique ou de passéiste, c'est quelque chose qui va nous permettre de semer des graines pour innover pour demain. Donc il faut absolument connaître ce patrimoine. Eh bien, on va le connaître encore, puisque on a une autre vidéo. Celle de tout à l'heure datait de 1963. Celle-là est encore plus ancienne, elle date de 1941, et elle est aussi extrêmement intéressante. On la regarde. Les chemins de fer français assurent leur trafic, quelles que soient les circonstances. Toute pénétrée de la permanence de son rôle économique, la SNCF poursuit à Hermont, en Seine-et-Oise, la formation de ses apprentis. Les ateliers modèles initient ces jeunes garçons au secret de la mécanique. Un cheminot est avant tout un homme qui sait être exact et précis, l'homme qui sait discipliner la matière et la conformer aux nécessités de son métier. Encore des images vraiment passionnantes à revoir, à voir et à revoir. Alors maintenant, si on regarde plus spécifiquement le patrimoine et l'architecture, Véronique, en quoi transmettent-ils différents messages dans une entreprise comme le groupe SNCF ? Alors là, de ce réseau qui maille tout un territoire et qui est jalonné d'édifices, gares, entrepôts, ateliers, rotondes, matériel, sur l'ensemble du territoire, en quoi il nous raconte une histoire, mais aussi en quoi il est apprentissant pour la société. On se situe au 19e siècle avec une modernité absolue, avec la création et la mise en œuvre du ferroviaire. C'est quelque chose qui est maintenant dans le paysage courant et dans nos us et coutumes, mais il faut savoir qu'à l'époque, c'était pour la société une rupture avec l'apprentissage de la vitesse, l'apprentissage du passage de la ville par la gare au matériel roulant qui allait transférer les gens, qui les reliait de la ville A à la ville B. C'est quand même quelque chose d'absolument extraordinaire. Et en ça, les bâtiments, en ça, le matériel roulant forme patrimoine aujourd'hui parce qu'ils ont vu la transformation de cette société qui a appris à vivre autrement, appris à constituer le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et donc, c'est extrêmement apprenant. Et on a des exemples tout simples, les grandes gares parisiennes. Justement. Exactement, les grandes gares parisiennes, là on a la gare de l'Est par exemple, elles sont aussi apprentissantes parce que c'est là qu'on va expérimenter au tout début le mélange des classes, le partage, des nouveaux usages avec les salles d'attente. Et aujourd'hui, on expérimente toujours ces nouveaux usages avec des parcours qui sont faits dans la gare pour amener avec le plus de confort possible les voyageurs jusqu'à leur train. Et c'est apprenantissant parce que vous avez de l'art en gare, vous avez des sculptures. Et des sculptures qui étaient allégoriques à l'époque pour représenter tout ce qui était les grands idéaux de l'époque sur la République, le partage et puis les convictions de l'époque. Et aujourd'hui, c'est toujours la même chose avec d'autres types d'ornementation, mais aussi d'autres modèles d'architecture qui embarquent le voyageur dans son histoire. Et si on regarde, Véronique, plus spécifiquement maintenant les lieux de formation? Alors, les lieux de formation, ils ont aussi une histoire. Et alors là, on n'est plus sur 180 ans d'histoire, on est sur une histoire bimillénaire. Et la formation, si on se base si on se met au Moyen-Âge, qu'est-ce que c'était? C'était un maître et des élèves autour du maître. Alors ça, c'est pas pris au Moyen-Âge, cette photo qui est très belle devant vous, oui. Mais c'est quand même, effectivement, ça date un peu. On va aller très vite sur cette époque. Donc, on voit que c'est de la transmission et qu'on n'avait pas besoin forcément de salle de classe à l'époque. Et très rapidement, on a toute l'évolution. Et au 19e siècle, on a ces salles de classe qui se transforment pour, après-guerre, s'ouvrir
et continuer la transmission tout en inscrivant les élèves dans un environnement, dans une architecture. Là, on a des périodes où la lumière, l'hygiène, l'accueil de tous ces enfants nés après-guerre prime, ainsi que les nouvelles modalités de transmission. Et on voit que l'architecture va à chaque fois accompagner finalement nos modèles de transmission qui changent et qui évoluent et qui aujourd'hui, on va en parler j'imagine, qui nous font maintenant aller vers du distanciel, du présentiel. Alors effectivement, l'objet de cet échange, c'est ce balancement entre hier, aujourd'hui, demain. Et justement, il y a une actualité extrêmement intéressante dans le groupe SNCF, et plus spécifiquement chez SNCF Réseau aujourd'hui. C'est Hugues Boursier, le projet des nouveaux campus. Alors faites-nous rêver et expliquez-nous en quoi il consiste ce projet. Alors d'abord c'est un projet ambitieux et j'ajouterais même unique. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, cette année ou actuellement en France, on ait des projets aussi vastes sur la création de campus, en tous les cas à cette taille. Donc notre projet, c'est de remplacer en fait une vingtaine d'unités de formation, de centres de formation, par 3 grands campus qui seront implantés à Lyon-Saint-Priest, à Bordeaux-Bègles, et on va agrandir celui de Nanterre et également continuer de le moderniser. Donc j'ai quelques chiffres à vous donner pour vous illustrer l'ampleur du projet. En fait, dans ces campus, on va former chaque année environ 150 000 personnes. Donc ça pèse. On y réalisera environ 2 600 000 heures de formation. Ça pèse aussi. Donc voilà, c'est une surface. Alors on les voit à l'écran en plus. Hein, voilà, là on voit Bègles, donc c'est une surface bâtie d'environ 12 à 13 000 m², suivant qu'on est à Lyon ou à Bordeaux, avec des plateaux techniques qui font pour l'un plus de 4 000 m² et l'autre plus de 6 000 m². C'est 3 500 m² de salle. Mais c'est surtout un environnement qui ne fait pas forcément penser à un campus, un lieu de vie, un lieu d'échange, un lieu où on apprendra des autres, un lieu où on pourra faire des séminaires. Donc voilà, c'est un lieu qui s'ouvre et qui invite les stagiaires à venir y passer un bon moment. J'ai cru comprendre que quand on cumule la surface des 2 campus, les nouveaux, l'équivalent 10 terrains de football. Ouais, on voit l'ampleur du... Sur la partie bâtie. Hein. Sur la partie bâtie, oui. Alors, elles sont très belles, ces images, mais en fait, quelles sont les grandes explications d'un basculement entre des campus d'hier, Véronique en a dit un mot, et des campus d'aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'il faut changer? C'est pour la geste architecturale, c'est pour se faire plaisir, c'est pour utiliser des matériaux modernes, c'est quoi? Alors d'abord, les attentes des stagiaires ont changé. Ce qu'on soit, nos générations X, Y, Z, elles apprennent sans doute plus en surface, mais avec plus de flexibilité. Elles veulent un environnement plus ludique, plus réactif, plus peut-être en interréaction pour apprendre. Donc il fallait qu'on ait finalement des bâtiments, des infrastructures qui puissent permettre d'aménager nos méthodes pédagogiques, nos contenus pédagogiques, et pour mieux répondre à ces attentes. Alors, on a déjà engagé un énorme travail depuis 3 ans sur la refonte des méthodes et des contenus de tous les cursus qu'on propose à nos stagiaires. On continue de le faire. J'ai aussi récupéré 2 ou 3 chiffres qui me paraissent intéressants. Il apparaît que 9 salariés sur 10 aspirent aujourd'hui à avoir des lieux de travail qui leur soient inspirants. Donc, comment ces futurs campus inspireront nos stagiaires et les motiveront finalement à apprendre? D'autre part, on dit que 86% des Européens considèrent que la qualité de vie au travail, de leur bureau, pèse dans leur décision de choix de travail. Je rappelle qu'on SNCF recrute chaque année plus de 4000 personnes. Donc on est en pleine, j'en profite pour faire un peu de pub pour le recrutement de la SNCF. Hein. Donc on cherche effectivement beaucoup de jeunes pour rentrer dans l'entreprise. Hein. Donc voilà, ils auront demain des lieux d'apprentissage modernes et formidables. Et alors, ce qu'on peut dire, c'est que toutes les nouvelles attentes que vous avez exprimées dans cette réponse, elles ne sont pas satisfaites aujourd'hui par
avec les campus dont on dispose? Si, elles sont satisfaites en volume, parce Ouais. qu'on produit déjà 2 600 000 heures de formation par an, mais de manière très, très disparate. Je vais donner quelques exemples. À Toulouse, on a un centre qui est très important, mais qui fait plus penser à un centre de formation d'apprentis d'autrefois. Nanterre, ça ressemble plus à un lycée professionnel des années 70, etc. Donc on a un peu tout le panel de ce qui a existé jusqu'à présent, avec Nanterre qui est sans doute un peu plus moderne. D'accord. Alors, l'objectif aujourd'hui, hein, c'est de bien sûr parler de l'univers en général. C'est pour ça qu'on est très heureux de ne pas parler que du groupe SNCF, mais d'avoir, par exemple, le groupe Schneider avec nous aujourd'hui, Schneider Electric. Et il y a d'autres projets hein, que l'on peut voir à Paris ou ailleurs. Je crois qu'on a quelques photos, des projets inspirants qui permettent aussi de montrer qu'il y a des initiatives. Là, on voit le campus EDF, par exemple. Alors, on pourrait parler d'EDF, mais comme il y a Xavier Perrin en face de nous, et on s'était rencontrés chez Microsoft, qui nous a inspiré aussi dans notre réflexion hein, sur le site d'Issy-les-Moulineaux. Je pense également au Fab Lab d'IKEA, qui a réussi à maximiser les surfaces à utiliser. On pourrait penser à l'université parisienne de Chicago, qui est en construction et qui va vraiment faire le mélange entre le logement et l'éducation. Voilà, il y a des tas de projets qui nous inspirent, pas forcément que dans l'univers d'ailleurs de l'éducation ou des campus universitaires. Et puis il y a beaucoup de beaux projets sur lesquels évidemment on va revenir. Mais je voudrais me tourner maintenant vers Xavier Perrin parce que vous êtes un spécialiste de l'immobilier. En quoi les bâtiments, les aménagements contribuent-ils à rendre l'entreprise finalement plus performante? Parce que c'est ça le sujet, ou c'est un des sujets en tout cas. Oui, alors en rebondissant sur ce que disait Hugues, il y a une recherche de sens. On se rend compte que les gens qui travaillent aujourd'hui veulent avoir un sens, et dans le bâtiment, ça se traduit. Donc ça va être la beauté des espaces, ça va être la flexibilité, ça va être l'agilité qui nous permettent. De même que dans l'espace de travail, il faut prendre en compte les politiques de ressources humaines, en disant est-ce que je peux travailler de chez moi ou pas, on en parlera après, mais ça fait partie des espaces de travail. Et cette recherche de sens apparaît beaucoup pour nous chez Schneider dans la préservation de l'environnement, qui est c'est notre objectif principal comme mission d'entreprise. Et on veut travailler dans une entreprise qui préserve le futur en prenant en compte le présent en termes d'énergie. Est-ce que mon bâtiment a une énergie, est énergétiquement bien positionné? Est-ce que je préserve les choses? Tout ça, c'est des choses auxquelles les gens qui cherchent du travail ou qui choisissent une entreprise le prennent en compte. Donc je pense que ça fait partie aussi du patrimoine, cette préservation du présent pour s'assurer du futur. Et sur l'immobilier, on se rend compte que les espaces, on les a conçus ou on les conçoit pour que les gens se sentent bien et puissent collaborer. En fait, dans la collaboration, c'est l'apprentissage. Finalement, les bureaux aujourd'hui sont des espaces où on peut apprendre en permanence. Ce n'est pas des centres d'apprentissage, mais on apprend beaucoup en travaillant, on apprend des autres. Donc, toute cette réflexion sur comment j'organise l'espace spatialement, quel mobilier je mets dans l'espace, ça va assez loin. On a toute une réflexion sur est-ce que s'asseoir dans un bureau pendant 8 heures, c'est quelque chose qui est productif? Est-ce que c'est même pas malsain d'un point de vue ergonomique? Donc, toute cette réflexion de l'aménagement et des services qu'on met à disposition des occupants vont permettre que les gens travaillent mieux. Il y a un point important qu'on a relevé, c'est sur l'infrastructure des bâtiments, c'est sur le niveau de CO2 dans les bâtiments, sachant que quand vous allez dans une pièce, et ça, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on était petit dans les classes, on était 35 ou 40, il fallait ouvrir les fenêtres au bout d'un moment, parce qu'on pouvait plus, c'est pas qu'on s'endormait, parce qu'il n'y avait plus assez d'oxygène pour tout le monde. Donc on ouvrait les fenêtres. Dans les bâtiments, la plupart des bâtiments modernes, on ne peut pas ouvrir de fenêtres parce qu'il n'y a plus de fenêtres, il y a des problèmes de sécurité. Schneider Electric a une technologie qui permet de monitorer la présence de CO2 par rapport au nombre de personnes pour s'assurer que le système d'aération fonctionne suffisamment pour apporter l'oxygène et que les gens restent éveillés dans les bureaux et productifs. Donc voilà, donc il y a vraiment tout un lien entre ce que le bâtiment fait, ce qui permet, et le bien-être des personnes, et donc leur faculté à mieux travailler et à mieux apprendre. Il y a un thème à la mode aussi, qu'on entend parfois, c'est la disparition du poste de travail. Vous qui êtes un spécialiste, vous en pensez quoi? Alors, on remarque quand Schneider est engagé dans une rénovation de ces bâtiments, on a commencé il y a 2-3 ans avec une policy de travail moderne, et elle est en train de s'accélérer. On a vu cette période sanitaire nous a permis de prendre conscience qu'il fallait aller encore plus vite, et que chaque fois qu'on refait des bureaux, finalement, le nombre de postes de travail est réduit. L'espace ne réduit pas forcément, souvent il réduit mécaniquement,
mais qu'on essaye de privilégier des endroits qui ne soient pas des endroits où on s'individualise, où on s'enferme tout seul sur un espace ouvert. Il y a de plus en plus de salles de réunion, de salles conviviales. On se rend compte qu'à la machine à café, ça c'est historique, il y a plus d'échanges que dans une salle de réunion. Donc comment j'arrive à reproduire des salles de réunion qui sont comme des machines à café où les échanges vont se faire de manière assez naturelle. Et cet engagement entre les personnes, elle se fait par rapport à la disposition de l'espace. Et le bureau individuel en soi présente peu d'avantages. Si je dois travailler 8 heures sur un document, peut-être que je suis beaucoup mieux chez moi pour le faire. Je vais éviter de prendre 45 minutes pour aller au bureau et 45 minutes pour revenir dans le meilleur des cas, et je serai plus productif. Par contre, quand je vais au bureau, en revenant sur le propos de Hugues, j'y vais parce que j'ai un objectif. Je vais aujourd'hui au bureau, on va parler après du présentiel avec Tam, je vais au bureau pour voir quelqu'un, pour me mettre en relation. On continue d'être des animaux grégaires, on a besoin d'être en relation, de sociabiliser, et ça, on ne va pas l'enlever. Donc, on considère que oui, on a besoin d'un bureau, mais ce qu'il y a dans le bureau, c'est plus ce que c'était avant. On a dit beaucoup de choses. Tam, j'imagine que ça vous inspire plusieurs réactions. Oui, et notamment une réaction par rapport à la notion de disparition du poste de travail, puisque on voit le développement du télétravail et même d'une manière plus générale du travail nomade. On pourrait se dire que pour travailler, on a juste besoin d'un sac à dos avec dedans un PC équipé d'une webcam et une connexion Internet. Et malgré cette tendance, moi je reste vraiment persuadé qu'il faut absolument conserver un port d'attache, un espace physique de travail dans lequel le collectif peut se retrouver, justement parce que nous sommes des animaux grégaires et sociaux, et c'est pour conserver ce lien social. Et je voulais illustrer par un exemple chez Numa. Chez Numa, il y a quelques semaines, on a pris une décision assez radicale, qui est de passer au tout distanciel dans un horizon de 6 mois. C'est-à-dire que dans 6 mois, il n'y aura plus de bureau Numa. Et il sera demandé à l'ensemble des collaborateurs de Numa, par défaut, de travailler là où ils veulent finalement. Là où ils veulent. Mais, et le mais est important, il va y avoir une règle du jeu qui sera indispensable et imposée et souhaitée, c'est conserver chaque mois 2 jours dans l'agenda qui sont sanctuarisés, et ces 2 jours pendant lesquels l'ensemble des collaborateurs se retrouveront dans un espace physique, ensemble, pour travailler ensemble et collectivement sur des projets fédérateurs et des projets clés de l'entreprise. Par exemple, ça sera des sujets stratégiques, d'organisation, de développement. Donc on voit bien que malgré cette intention de passer au tout distanciel, on conserve l'envie et le besoin de se retrouver pour maintenir cette énergie collective et ces liens sociaux. Et comment les collaborateurs de Numa ont-ils réagi? Parce que c'est assez radical, effectivement. C'est radical, mais écoutez, la moyenne d'âge est relativement jeune. C'est une start-up avec un esprit très millénial, donc ça correspond vraiment à leurs usages, où ils sont connectés. Donc, j'ai envie de dire, pour quelqu'un un peu plus vieille école comme moi, c'est une adaptation, mais c'est un vrai projet d'entreprise et c'est très intéressant parce que ça nous amène à travailler de manière différente et de privilégier et de profiter de ces moments collectifs pour en faire des vraies expériences collectives et qui suscitent de l'énergie. Alors, je voudrais en revenir maintenant avec Hugues Boursier sur le projet SNCF des nouveaux campus. En quoi l'architecture, pour vous, va-t-elle aider l'apprentissage, la transmission des compétences? Alors, je vais donner quelques exemples. Et je voudrais juste rebondir sur ce que dit Tam. Nous, on ne pourra pas faire tout en distanciel. On craint, par exemple, que des gens s'entraînent à la soudure aluminothermique, qui est une soudure explosive, chez eux. On ne voudrait pas qu'ils le fassent. Donc c'est pour ça qu'on va essayer de construire des campus qui donnent l'envie de venir et d'y rester et d'apprendre sur place. Alors, des ingrédients d'apprentissage, c'est effectivement d'avoir des lieux qui donnent envie. Je me sens bien là où je suis, ça me permet d'ailleurs de favoriser les échanges collectifs et d'apprendre avec les pairs. Donc avoir envie de progresser, échanger avec ses pairs, déjà 2 premiers ingrédients. Comprendre sa progression. En quoi ces nouveaux espaces et ces nouveaux campus me donneront des outils connectés qui me permettront à tout moment de savoir est-ce que j'ai progressé ou pas. En quoi nos plateaux techniques demain donneront-ils le droit, grâce à la conception qu'on en fera, de faire des erreurs qui ne seraient pas permises sur le terrain. Erreur d'un réglage de passage à niveau, que sais-je. Voilà, ça on pourra le faire. On aura le droit à l'échec, on aura le droit à l'erreur, on pourra recommencer, on pourra s'entraîner. L'entraînement, la répétition comme levier de l'apprentissage. Évidemment, ces espaces nous permettront de développer beaucoup plus qu'on ne peut le faire dans aujourd'hui des unités de formation très disparates, de développer des modalités pédagogiques différentes, variées, gamifiées aussi, qui soient un peu plus ludiques,
On pense à la réalité virtuelle, on pense à des serious games, on pense à des jeux, on pense à des cas à faire ensemble. Donc il y a des tas de modalités pédagogiques et je suis sûr que Numa nous proposera d'en développer quelques nouvelles qu'on pourra développer. Donc voilà. Et enfin, je pense qu'on offrira, je pense pas, je suis certain d'ailleurs, qu'on offrira avec ces nouveaux campus des formules all-inclusive qui régleront aussi toutes les conditions logistiques qui peuvent être des contraintes pour le déplacement de nos stagiaires. Merci, mais alors, il y a un point que vous avez précisé tout à l'heure. Le projet s'est passé d'une vingtaine de campus, avez-vous dit, à 3. C'est quoi la logique de tout ça? La logique, c'est que en fait, nos stagiaires passaient beaucoup de temps à rejoindre les différentes unités de formation qui n'étaient pas d'ailleurs toutes polyvalentes sur les techniques et les spécialités qu'on y enseignait. Donc, il fallait que j'aille une fois à Strasbourg, une autre fois à La Roche-Migène, que je fasse la 4e semaine à Saint-Germain-des-Fossés, etc. Donc, c'était un vrai tour de France pour certains stagiaires. Donc là, l'idée, c'est d'avoir 300, les mieux équidistants possibles par rapport à la 50aine d'établissements qui sont nos clients en interne à la SNCF. Et le choix s'est porté sur des bassins d'emploi évidemment attractifs que sont Bordeaux et Lyon, bon, Nanterre, plein développement aussi. Donc voilà, meilleure équidistance, moins de déplacements, à la faveur d'ailleurs du confort de nos stagiaires pour qu'ils se concentrent plus sur le moment qu'ils vont vivre en formation et moins sur leurs problèmes logistiques de rejoindre la formation à tel ou tel moment. Alors nous, on a un petit décalage par rapport à la thématique des Journées du patrimoine, une fois pour toute la vie. On considère que la formation, c'est pas une fois pour toutes, mais c'est tout au long de sa vie. Donc on veut vraiment que le projet de nos campus accompagne nos jeunes recrues, mais également tous nos collaborateurs tout au long de leur vie. C'est ça. Alors qu'effectivement, vous l'avez souligné, le thème, c'est apprendre pour la vie. Chez SNCF, c'est pas complètement l'approche que vous avez aujourd'hui. Alors, c'est ce qu'on faisait un peu jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'on apprenait un métier une fois pour toutes, alors que les métiers évoluent beaucoup, et que surtout, on est dans un groupe où on peut changer de métier. On évolue beaucoup. Donc, il s'agit de mettre en place un dispositif de formation qui donne à chacun la chance d'évoluer, de pouvoir changer de métier, et cela, et d'accompagner les nouvelles technologies. On parle du digital, mais il y a des tas de choses, on imagine, quand on voit ça derrière, qui impactent le système ferroviaire. Donc il faut qu'on puisse accompagner tout au long de notre vie. Alors, ce que je vous propose maintenant, parce qu'on a de très belles images d'architectes, c'est de les regarder. Il y a 2 projets, il y a celui de Bègles, Bordeaux, expliqué à Hugues Boursier, il y a celui de Lyon. Alors, on va regarder du côté de Lyon. Ce sont des images d'architectes, puisque vous l'avez compris, les campus, ils ne sont pas encore sortis de terre. Mais voilà ce que ça donnera pour le plaisir des yeux. Elles sont belles ces images, hein. J'espère que ce sera le résultat final, mais a priori c'est l'objectif, hein. Véronique Veston, vous qui êtes architecte, spécialiste du patrimoine, enseignante aussi, membre de la SNCF, cheminote, vous avez forcément un regard à la fois de spécialiste et puis de membre de la grande famille SNCF. Comment vous réagissez par rapport à ces images ? Alors, je suis
très à l'écoute et curieuse de ces nouveaux campus qui émergent à Bègles et dans la région lyonnaise. J'y vois en fait toute la nouvelle conception, la matérialité que l'on peut donner par l'architecture justement à tous les besoins et les envies de modification de la formation et de la transmission. Là, on a vu le projet de Bègles donc, qui est fait par les architectes A+A Architecture, Créa Factory et Base, et le projet de Lyon qui est fait par l'agence d'architecture Reichen et Robert, donc qui sont aussi assez connus pour leur transformation d'existants pour les valoriser à nouveau. Donc la première réaction, c'est les sites sur lesquels ont été construits ces bâtiments, qui sont des sites, des emprises ferroviaires qu'on fait évoluer, et c'est l'emprise au sol de ces édifices. On ne la lit pas forcément sur les images, mais c'est très important, et c'est un enjeu très important du groupe SNCF, du devenir de ces emprises ferroviaires et du devenir de ces paysages, parce qu'on sait que maintenant, l'architecture, c'est autant on le sait depuis longtemps, mais c'est autant le vide que le plein, et c'est surtout sa relation avec l'environnement et avec le dedans, le dehors qu'on va pouvoir créer par l'architecture. Et on voit ici, dans ces deux projets, ce qu'on retrouve dans d'autres projets d'architecture qu'on a vus précédemment, des thèmes communs. Ça va être le patio, ça va être des circulations ouvertes, ça va être des passerelles qui vont relier les différents espaces, et ça va être une grande attention aux lieux de partage et d'échange. Pourquoi? Parce qu'effectivement, l'apprentissage maintenant ne se fait plus seulement dans une salle de classe, on l'a vu, c'est par cette connexion, par ces multi-connexions qu'on va pouvoir le créer. Et l'architecture permet cette matérialité-là, et ça va aussi, on va aussi retrouver cette idée de cheminement initiatique qui va permettre de poursuivre un parcours de formation par le biais de l'architecture, par le biais de ce passage entre l'intérieur et l'extérieur et notre rapport avec notre environnement. C'est faire ville aussi. C'est faire ville, ça veut dire c'est l'urbanité qu'on va créer entre nous, c'est tous les rapports, les échanges. Donc au-delà de l'apprentissage du métier, c'est vraiment un apprentissage de société qu'on va apporter dans ces édifices et avec l'architecture en général. Et ça, c'est pour ce qu'on construit, ce qu'on bâtit. Il faut qu'on ait une attention et vraiment une réflexion très forte sur le patrimoine, c'est notre thème aujourd'hui, parce qu'on est sur, la plupart du temps, on est sur des situations, et on le voit sur des sites existants, des bâtiments existants, des édifices existants, et tout ça, c'est des ressources, c'est nos ressources. Et on ne peut pas faire table rase pour construire à tout va tous les bâtiments. Il faut qu'on apprenne à les connaître, il faut qu'on apprenne à sortir la valeur de ces édifices et de ces sites pour pouvoir les transformer au mieux, les faire évoluer avec nos besoins. Donc ça, c'est vraiment très important que cette culture du patrimoine, on la partage tous et qu'on soit absolument dynamique dans la reconnaissance de ce patrimoine pour tous les sujets que ça va porter, comme le réemploi, la valorisation, beaucoup de sujets que je pourrais développer plus tard. Vous avez parlé de plusieurs espaces. Je me tourne vers Hugues parce que finalement, on ne l'a pas vraiment dit, un campus, c'est plusieurs espaces. Il y a l'endroit où on travaille, il y a l'endroit où on dort, il y a les emprises ferroviaires. Expliquez-nous juste. Alors, un campus, c'est un endroit vide, c'est l'endroit où on arrive. Donc, il y a un espace d'accueil. Vous avez vu les images, je pense que ça donne envie. Hein. Je parlais de ce premier ingrédient pour favoriser l'apprentissage, l'envie. J'espère que ça vous donnera envie, pourquoi pas, de réorganiser des journées européennes du patrimoine demain à Saint-Priest ou à Bègles. J'espère que ça donnera aussi envie à des entreprises externes de venir là, et elles découvriront des espaces d'accueil, elles découvriront des espaces de travail, des espaces flexibles, réversibles. On pense beaucoup à ça en créant ces campus pour que ce soit durable et qu'on puisse adapter finalement les configurations à la fois de vie et de travail à ce que sera demain, mais qu'il faut imaginer. Elles découvriront des espaces de plateaux techniques où on transfère
une partie du patrimoine, je pense en particulier à la signalisation mécanique, c'est assez compliqué de rapatrier tout cela, mais également à tout ce qu'on a développé en technologie informatique, des postes informatiques de Mistral, que sais-je, hein, il y a des tas de technologies qu'on doit prendre dans les centres actuels et les transférer. Ce sera un lieu où finalement l'apprentissage, c'est pas uniquement le moment où on est en salle, où on est sur le plateau technique, c'est le moment où après on continue d'apprendre ou de vouloir lire, c'est le moment où on veut aller voir les musées qu'on imagine aussi pour montrer des pièces de rails usés, etc. Il y aura des musées. Il y aura virtuels, un mini-musée, mais on voudrait surtout compléter d'un musée virtuel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans nos UF, dans nos centres de formation, on a déjà des musées, des petits musées d'équipements, mais dont les équipements servent parfois encore. Il y a une variété d'outils et d'équipements qu'on veut numériser, dont on veut mettre une partie dans ces campus, mais qu'on veut aussi mettre... alors, on imagine pouvoir créer une sorte de wiki du ferroviaire, en fait. D'accord. Donc, il y aura ce temps où on pourra continuer d'apprendre. Il y aura le temps aussi où on pourra s'oxygéner, parce que c'est important. Pourquoi pas à la faveur d'un parcours sportif. Pourquoi pas à Bègles, en utilisant un vélo électrique pour aller retourner, passer un moment en ville ou pédaler un peu. Donc, on essaye de construire ce que sera ces campus avec une offre all-inclusive, hein, avec de la restauration, avec de l'hébergement, qu'on soigne beaucoup. Voilà. Dans votre vision de spécialiste de l'immobilier, Xavier Perrin, que doit offrir selon vous l'immobilier, l'aménagement des espaces pour que la formation soit optimum? Et peut-être que vous aurez envie d'ailleurs de réagir par rapport à ces images et nous parler des campus de Schneider Electric. Donc on a, pour prendre une perspective historique, dans les années 80-90, l'immobilier c'était un coût, et ça fait un peu plus de 10 ans, ça fait 12-13 ans, que c'est devenu pas un enjeu de coût, mais un enjeu de gain, où on a changé, ça c'est intéressant, la perspective en se disant je peux créer de la valeur en mettant les gens correctement, et depuis 4-5 ans, on remet l'être humain, l'employé au milieu de l'immobilier. On se dit, avant, on lui demandait de venir et de se mettre dans une boîte, qui était l'espace qu'on lui donnait, on lui demandait de s'adapter à cet espace-là, et aujourd'hui on est dans une pratique où on essaie d'adapter l'espace aux besoins des personnes, sachant que les personnes changent, que les besoins changent, et que dans une société, il va y avoir des gens qui ont 20 ans, 40 ans, 60 ans, d'autres qui sont là depuis très longtemps, d'autres pas très longtemps. Donc il faut avoir, pour rebondir sur ce que disait Hugues, une réversibilité des espaces, une flexibilité extrême. Et la valeur qu'on crée, c'est la valeur que les gens vont percevoir dans ces espaces. Je vais prendre l'exemple, on regarde beaucoup chez Schneider Electric les sociétés de software, on en rachète régulièrement pour faire croître notre activité. Et dans des pays qui sont assez avancés, comme par exemple l'Israël, où il y a beaucoup de boîtes de software, les développeurs ont le droit d'amener leurs chiens au bureau. Alors, nous, on a le droit de rester chez nous avec nos chiens, eux, ils ont le droit de les amener. Et si vous ne leur permettez pas, vous ne pouvez pas les embaucher. Et je prends ce point parce que ça illustre un petit peu le fait, donc ça veut dire, s'il y a 50 développeurs avec 50 chiens, comment ils vivent ensemble, comment je nettoie, comment on les sort. Donc ça veut dire qu'il y a une offre de service qui doit s'adapter au fait que les personnes se sentent bien. Il y a toute une littérature sur le fait que quand on est avec son pet, son animal de compagnie, il y a un effet relaxant, presque d'un point de vue psychologique, on se sent mieux. Et il y a des gens qui en ont besoin. De même que si vous avez une déficience visuelle, vous pouvez avoir un chien, et ben vous pouvez l'avoir pour un tas d'autres besoins. Donc demain, se dire, si on vous avait dit il y a 10 ans, on va venir avec mon chien au bureau, on peut déjà pas venir avec ses enfants il y a 15 ans. Donc, et maintenant c'est assez intéressant parce que cette crise sanitaire, avec l'évolution de la technologie, nous a réhumanisés. Avant, vous étiez chez vous sur une conférence call avec une vidéo et il y avait un enfant qui passait, on s'excusait. Aujourd'hui, on ne s'excuse plus, on est tous d'accord que c'est normal, que c'est la vie. Donc finalement, là, ce qui est intéressant, c'est de voir ce changement de paradigme où avant, on avait chez soi et le travail, et ça ne se mélangeait pas. Et quand on était au travail, on faisait un peu de chez soi, ça commençait à se mélanger. Et là, on est arrivé à un point où finalement, on est en train de retrouver les deux et peut-être de rééquilibrer l'importance du travail dans la vie de chacun. Parce que le plus important, le travail, c'est important, mais sa famille, sa santé et son équilibre, c'est quand même beaucoup plus important. Et toutes les boîtes essaient d'avoir des programmes de well-being en disant, si vous êtes bien, eh ben, vous serez bien au travail et vous serez productif. Si on regarde plus spécifiquement le monde de la formation,
Qu'est-ce qu'un bâtiment, qu'est-ce que des aménagements doivent apporter pour que l'expérience soit, on le dit aujourd'hui, beaucoup immersive? Et comment vous le concevez chez Schneider Electric? On vient de délivrer un campus qui ne fait pas que de la formation, mais à Grenoble, pour plus de 1500 personnes, qui s'appelle Intensity, très très moderne, qui est d'un point de vue carbone, en neutralité carbone, qui permet aux gens de se voyager dans l'espace sans contrainte. Et l'idée, c'est de dire, je peux à tout moment, ce que disait Tam, décider où je travaille par rapport à ce que j'ai besoin de faire, et j'ai l'information. Je sais où, quand il y a 1500 personnes dans un immeuble, le problème, c'est de savoir où sont les personnes qu'on veut rencontrer. Donc, il faut qu'on puisse avoir un système d'information, ça c'est la partie IT, qui nous permette de nous trouver, et pas de tomber par hasard, et pas de perdre beaucoup de temps à chercher ce dont on a besoin. Dans cet immeuble, ça c'est intéressant, on a fait des terrasses par étage, comme dans les stades de foot, où vous avez un endroit où vous pouvez aller sortir de la réunion, vous mettre dans une salle de réunion en externe. Et l'idée, c'est de dire, quand on est en extérieur, on est près de la nature, il y a un effet qui est très positif sur la gestion de l'anxiété. La proximité à la nature permet de baisser son anxiété. On considère qu'à être à moins de 10 mètres d'un espace vert, ça vous fait du bien. Il y a ça et le bruit de l'eau. Si on met en Amazonie à côté d'une cascade, votre taux de stress baisse de 40%. Donc, tous les médicaments à côté ne sont pas efficaces. Et donc, on essaie de recréer, c'est assez marrant, dans le béton, on essaie de recréer la nature pour que les gens puissent se rapprocher à des choses qui sont très près. Ça fait 100 000 ans que l'être humain existe et on a passé plus de temps dans la nature et dans les grottes que dans les bureaux. Enfin, là, on est sur 300 ans. Sur l'échelle de l'humanité, c'est rien du tout. Donc, il y a des choses très profondes en nous qui fonctionnent et on essaie de redécouvrir à travers les bureaux, ces expériences-là qui nous font du bien parce qu'elles font partie de notre ADN. J'ai envie de rebondir sur votre propos, Xavier, en me tournant vers Véronique, parce que tout à l'heure, on a vu le projet de Lyon, où il y a beaucoup de bois, par exemple. Dans ma tête, la modernité, c'était les grands immeubles en verre, par exemple, très transparents. Et là, on voit de plus en plus de bois. C'est une réaction par rapport à ça? Ça fait du bien? Ça apaise le bois? Alors, effectivement, tous ces matériaux comme le bois, la pierre, des filières finalement qu'on a perdues après-guerre avec l'évolution, le développement du béton, c'est des matériaux qui reviennent pour plusieurs facteurs et pas forcément seulement le facteur bien-être, c'est aussi parce que ce sont des matériaux qui ont prouvé et qui prouvent leur valeur environnementale et leur valeur à haute valeur ajoutée de développement durable de ces matériaux. Le bois, et effectivement, en plus, on va avoir ce retour physique du bien-être que procurent ces matériaux. Là, on a eu l'utilisation du bois qui permet aussi une autre architecture avec des assemblages, avec une capacité aussi de rentabilité de construction dans le temps, en préfabriquant certaines pièces. Je ne sais pas si c'est précisément le cas de ce projet, mais on construit autrement, on construit différemment. On a une approche certainement très humaine quand on utilise des matériaux millénaires. La filière pierre est extraordinaire pour ça. La France est absolument riche de pierres de taille et tout autre type de pierre qu'on peut utiliser dans les projets. Pourtant, aujourd'hui, on l'utilise rarement, parce qu'il faut remettre en place toute une économie autour de ces possibilités de matériaux. Et pourtant la grande capacité thermique de la pierre n'est plus approuvée et le bien-être qu'elle procure est absolument c'est vraiment des matériaux sur lesquels il faut miser, tout en ayant une réflexion très forte sur les ressources. À chaque fois qu'on fait un geste pas forcément architectural, parce que tout le monde ici est concepteur de l'espace, avec des fonctions, des usages. À chaque fois qu'on fait un geste, maintenant, il faut qu'on se questionne. Quel est notre impact? Quel est notre impact environnemental? Et qu'est-ce que je peux faire pour être au plus juste par rapport à cet impact environnemental? Donc, ça veut dire qu'il faut apprendre à regarder ce qu'on a autour de nous. On sait maintenant que le local, c'est beaucoup plus intéressant que d'aller chercher ces matériaux très loin. Donc, il faut apprendre à connaître ce qu'on a autour de nous. C'est ça, c'est aussi ce que j'essayais d'exprimer au début, c'est ça, cette notion de patrimoine. Excuse-moi, en remettant sur toute cette notion d'économie circulaire, c'est-à-dire comment on a des chaînes courtes qu'on est en train de redécouvrir un peu partout et qu'on mesure, les sociétés du CAC 40 mesurent l'économie circulaire, qu'est-ce que j'arrive à recycler, comment j'arrive à faire avec de l'ancien du nouveau,
est en train de se développer. Et si vous regardez les échafaudages, aujourd'hui en Europe, ils sont tous en aluminium. Vous allez à Hong Kong, ils sont tous en bois. Et alors, la première fois, c'est surprenant. Et après, on se pose la question, comment on est arrivé à transformer l'aluminium? Ça consomme énormément d'électricité. C'est très, d'un point de vue énergétique, c'est terrible, pour faire des choses qui, avec le bois, fonctionnent peut-être même encore mieux. Parce que la vertu du bois, on le voit dans les pays qui ont des tremblements de terre, c'est que ça peut bouger, c'est flexible. Donc, on est en train de redécouvrir tout ça, là, les vertus thermiques. On est sur un immeuble en ce moment, on analyse pour Schneider notre futur à Paris. On a vu des promoteurs et ils nous ont dit, voilà, si on vous fait des parkings en souterrain, il faut le faire en béton parce qu'il y a un problème d'eau. Et si vous faites ça, vous n'aurez jamais le certificat C2, qui est le maximum de la construction en termes énergétiques. Par contre, si vous faites un parking en bois à côté, en dehors du sol, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait à Grenoble. On a demandé à faire un parking qui n'est pas en bois, mais qui est à côté. Donc, on n'a pas creusé la terre pour enfouir, qui a des propriétés très importantes en termes de consommation de béton, etc. Et vous pourriez avoir ce certificat-là. Donc, il y a comme tout, on se repose des questions qu'on ne se posait pas avant. Et comme ce que vous avez dit, on redécouvre des choses. La pierre de taille, il y a beaucoup de maisons en France où on a mis du crépi dessus. Dans les années 70, et les gens achètent les maisons, elles les décrépitent, alors qu'il y a 40 ans, on les crépitait parce que c'était à la mode. Et on s'est rendu compte que finalement, c'était plus joli et que ça avait des propriétés très intéressantes et que les maisons devaient aussi respirer. Donc, toute cette économie circulaire et cette redécouverte du patrimoine, donc des pratiques du passé, sont en train de revenir. Et je voudrais juste compléter avec des exemples SNCF sur lesquels AREP travaille. C'est là que le sens du patrimoine est encore plus fort, c'est que toute cette besoin, toute cette volonté de bien connaître son patrimoine, c'est ce qui va nous permettre, par exemple, d'imaginer sur des superstructures dont on a la gestion, de déployer des systèmes de photovoltaïque, par exemple. C'est ce qui va nous permettre aussi sur des quais de faire des rehaussements de quais tout en étant extrêmement frugal pour permettre de faire des travaux en dehors de la contrainte ferroviaire. On sait que la contrainte ferroviaire c'est le cœur du métier SNCF, c'est extrêmement important. Donc toutes nos actions, tous nos actes, tous nos gestes doivent être millimétrés, comme on rend une voie après une nuit de travaux. Ça doit être à la minute près. Et là, c'est au détail près. Et comment est-ce qu'on va travailler sur un quai, un abri, à proximité de l'emprise ferroviaire, à proximité de l'infrastructure, sans être engagé la sécurité de nos collaborateurs et des voyageurs. Alors, merci pour tout cet échange. Je me tourne vers vous, Tam. Tam, depuis quelques minutes où nous abordons le sujet des espaces, vous devez un peu piaffer, parce que ce que j'ai compris dans votre premier propos, c'est que pour vous, l'espace, c'est fini, l'espace de formation, c'est fini. Vous avez dit, à peu près, on ne croit qu'au distanciel. Oui, et je vais moduler. Moduler. C'est évidemment pas aussi tranché, mais c'est à peu près ça. En fait, il y a 5 ans, quand chez Numa, on a commencé à faire de la formation professionnelle, on faisait essentiellement, voire même exclusivement, de la formation en présentiel. Voilà, et en fait, on a eu un premier retour d'expérience et on s'est rendu compte finalement que ce type de formation en présentiel était à la fois coûteuse et pas toujours très efficace. Coûteuse parce qu'il y a le coût d'organisation, de logistique et le coût d'immobilisation d'apprenants qu'on réunit dans une salle, qu'on fait se déplacer et qu'on immobilise pendant 1 ou plusieurs jours. Et également en termes d'efficacité, là on a mis un peu plus de temps à s'en rendre compte parce que ce qui est drôle, c'est que à la sortie des formations, on faisait un sondage à chaud et on avait 90% de taux de satisfaction. Les apprenants étaient ravis, ils avaient trouvé nos animateurs super, les locaux sympas, ils avaient passé un super moment. Donc là, pas de souci. Et puis on a commencé en fait à revenir vers eux au bout de 15 jours en leur disant mais finalement qu'est-ce que vous avez retenu de la formation? Et 15 jours après, on s'est rendu compte que le taux de rétention des connaissances avait chuté à 25%. Là, ça commençait à nous interpeller. Et on est allé plus loin, on est revenu auprès de ces mêmes apprenants au bout de 3 mois en leur disant finalement, suite à la formation il y a 3 mois, qu'est-ce qui a changé dans votre quotidien de travail? Qu'est-ce que vous avez mis en œuvre en termes de nouvelles pratiques ou de nouvelles compétences? Et là, vous imaginez, quand au bout de 15 jours, il n'y a plus que 25% de connaissances que vous mettez en pratique, c'est encore plus faible. Et là, on s'est dit, il y a un problème. Et on avait 2 solutions. Soit on soulevait le tapis et on cachait la poussière en dessous, mais on n'avait pas de tapis. Soit, et c'est ce qu'on a fait, on s'est remis en question, et on s'est posé, on a réfléchi à des nouvelles modalités pour que vraiment
il y a un impact en termes de nouvelles pratiques et de compétences. Et finalement, aujourd'hui, chez Numa, on est devenu résolument adepte d'une approche pédagogique qui s'appelle le 70-20-10, qu'on n'a pas inventé, qui existe depuis longtemps et qui est d'ailleurs très connu de tous les experts de formation, mais qui malheureusement n'est très peu appliquée ou mal appliquée. C'est une approche qui dit qu'on apprend de 3 manières. On apprend à 70% par la pratique et l'expérience, c'est l'apprentissage par l'action, le learning by doing. On apprend ensuite à 20% par l'échange et les interactions sociales, en parlant les uns avec les autres, puisque ça amène une réflexivité sur ce que l'on fait, et puis également se nourrit des conseils et des pratiques des autres. Et enfin, mais à la fin, on apprend à 10% par l'apprentissage dit théorique, en mémorisant des nouveaux concepts et des nouvelles méthodes. Donc ces 3 leviers, ils sont importants, mais c'est vraiment dans cette proportion. 70%, on apprend en faisant, 20% on apprend en échangeant, et 10% seulement on apprend par la théorie. Et du coup, c'est ces formats-là que l'on incarne dans nos approches. Et est-ce que chez vous, il y a finalement un module de formation idéal? Il ressemble à quoi? C'est quelques heures en distanciel, on l'a compris, sauf exceptionnellement. Ça ressemble à quoi un module de formation idéal chez vous? Alors, je vais vous dire, en fait, c'est le fruit de l'expérience. On aime bien d'abord faire les choses plutôt que de partir d'une théorie. On aime bien pratiquer et voir ce que ça donne. Et en fait, sur les 5 dernières années, on a testé différentes modalités, présentielles, distancielles, e-learning, souvent auprès des mêmes clients. Et donc, finalement, les mêmes clients nous faisaient un retour comparé de ce qu'ils avaient préféré. Et il y a une modalité qui a émergé en termes de satisfaction et d'impact, et qui est devenue la modalité phare que l'on propose maintenant systématiquement. Cette modalité, c'est un atelier de 2 heures en classe virtuelle. D'ailleurs, c'est intéressant, on appelle ça atelier plutôt que formation, puisque l'intention, c'est vraiment la mise en pratique et l'échange plutôt que l'apprentissage descendant. Et en fait, il y a 3 leviers. Donc, c'est en classe virtuelle, donc c'est via des outils de visioconférence tels qu'ils sont installés dans tous les grands groupes et toutes les entreprises. Donc là, il n'y a aucun souci d'un point de vue technologique. Et en fait, on a vu qu'il y avait 3 leviers d'impact et d'efficacité. Le premier, c'est que ce soit un format court de 2 heures. Et en fait, ça permet 2 choses. Déjà, en 2 heures, c'est plus facile de l'insérer dans un agenda de travail et donc du coup de s'insérer dans le quotidien de travail d'un apprenant par rapport à une formation de 1, 2 ou 3 jours où c'est difficile de la programmer, ça prend du temps, c'est pas toujours efficace. Et puis la deuxième chose, c'est l'impact en termes d'engagement et de concentration. C'est évidemment beaucoup plus facile d'obtenir l'engagement et la concentration d'un apprenant sur une séquence de 2 heures que ne serait-ce qu'une journée en salle de cours, où on sait bien qu'au bout de quelques heures, les gens vont commencer à regarder s'ils ont reçu des mails sur leur smartphone. Et en fait, avec ce format-là de 2 heures, on est vraiment dans un apprentissage qui est maximum. Alors c'est très intense, mais on en retire le maximum. Ensuite, le deuxième levier, c'est le fait qu'on le fasse en groupe limité à 12 personnes. Pourquoi 12? On a testé plusieurs jauges et on a vu que c'était vraiment le nombre quasiment magique, 10-12, puisque à 10-12, on crée vraiment une dynamique collective. Et à 12, sur un format de 2 heures, on est sûr de pouvoir aller chercher et faire participer plusieurs fois chacun des apprenants. Voilà, et de les faire réagir, pratiquer et éviter, si vous me permettez la comparaison, quelque chose qu'on a connu dans nos jeunes années, c'est le syndrome de la salle de classe bondée où il y a un élève au fond de la classe qui se planque et qui est à moitié assoupi. Donc là, vraiment, il y a un engagement maximum. Et le troisième levier qui est important, c'est le fait que ce soit distanciel en visioconférence, puisque ça permet en fait d'optimiser d'une part les coûts d'organisation et de déploiement, mais également ça permet une chose qui est de plus en plus importante pour les entreprises, c'est que ça transversalise la formation et ça casse les silos. Ça permet de former dans une classe virtuelle des gens qui se formeraient jamais ensemble et qui se rencontreraient jamais dans la vraie vie ou en présentiel. Donc typiquement pour un grand groupe comme SNCF, ça permet de former des gens qui ne sont pas du tout dans les mêmes lieux, pas dans les mêmes métiers, donc fatalement ils ont très peu l'occasion de s'échanger, d'échanger entre eux et de se former entre eux. Et là ils sont formés ensemble et du coup ça crée un effet de collaboration et de transversalité qui est également très très prisé. Donc je vous entends aujourd'hui, 18 septembre 2020, première journée européenne du patrimoine, vous enterrez le présentiel. Il est mort, il est quasiment mort le présentiel. Non, il n'est pas mort. C'est le paradoxe. Vous vous souvenez, je vous ai dit que chez Numa, à 6 mois, on allait passer au tout distanciel, mais qu'on allait conserver 2 jours présentiels obligatoires pour conserver cette énergie collective et ces liens sociaux. C'est pareil pour la formation. Si vous l'avez compris, notre approche, c'est vraiment une approche de co-apprentissage, où on se définit plus comme des facilitateurs pour susciter des échanges plutôt que des enseignants en mode top-down. Mais du coup, le prérequis, c'est qu'il faut lancer et initier une communauté de co-apprentissage.
Et pour ça, rien de mieux que le présentiel. Du coup, pour chaque parcours que l'on lance, on a d'abord une séquence de lancement, typiquement d'une demi-journée, où on réunit tous les apprenants en présentiel, on leur fait vivre une expérience collective. L'objectif, c'est de leur expliquer ce qu'il y a dans le programme, mais surtout de créer cette synergie, cette complicité. On appelle ça créer l'alliance, avec 2 objectifs. Le premier, c'est la prise de conscience, leur faire tous prendre conscience de l'apprentissage dans lequel ils doivent s'inscrire et les nouvelles pratiques qu'ils doivent développer, le changement dans lequel ils doivent s'inscrire. Et le deuxième, c'est créer une envie de changer et d'apprendre individuellement et collectivement. Et une fois qu'on a lancé en présentiel cette communauté d'apprentissage, ensuite le parcours peut très facilement et de manière très dynamique se faire par le biais de ces ateliers en classe virtuelle de 2 heures, à raison chaque semaine, 1 par semaine, c'est le bon rythme. Merci Tam. Alors j'imagine que Hugues et Xavier vont vouloir réagir par rapport à ça. C'est une approche, on l'a compris, assez radicale, même si ce n'est pas complètement l'idée d'enterrer le présentiel, mais on n'en est pas très loin. Xavier, une réaction? Sur les 70-20-10, les 70 où on apprend en faisant, je crois qu'un prérequis, et là on rentre en conflit avec l'éducation ou notre culture française, c'est qu'on peut se tromper. On apprend qu'en se trompant. Enfin, les enfants apprennent en se trompant. Et il y a un modèle qui, dans l'industrie du software et même chez les ingénieurs se développe, c'est on fait des réitérations. On essaie de faire quelque chose, on se trompe, on recommence. Il faut se tromper vite et recommencer vite. Et le fait de se tromper, c'est assez intéressant, une culture n'est pas valorisée. Enfin, si vous allez à l'école, les élèves, il y a une question, ils vont répondre seulement s'ils sont sûrs d'avoir la réponse, parce que le regard des autres c'est très mal vécu. Vous allez dans d'autres cultures comme l'anglo-saxonne, où si vous ne posez pas de questions, l'enseignant va vous punir parce que vous participez pas, vous n'essayez pas d'apporter au collectif. Donc il y a dans ce modèle d'enseignement moderne toute une remise en cause de la façon dont on a été formaté dans l'éducation nationale, parce que c'est comme ça où il y a un sachant qui nous apprend et le meilleur élève, c'est celui qui a toutes les réponses. Quelque part, le meilleur élève, c'est pas celui qui a toutes les réponses, c'est celui qui a le plus mal répondu le plus de temps, parce qu'il va finir par trouver des réponses que n'ont pas les autres. Donc je voulais réagir par rapport à ça. Je pense que 100% en phase avec ça. C'est un point assez important. Et dans les sociétés, aujourd'hui, c'est comment je crée un environnement qui me permette aux gens qui travaillent pour moi de se tromper et d'essayer des choses. Et donc c'est facile à dire, mais à mettre en œuvre, c'est plus compliqué. Et je pense que Hugues préfère que quelqu'un se trompe à la SNCF dans un centre d'apprentissage sur un aiguillage que dans la réalité. Et s'il ne s'est jamais trompé en centre de formation, il se trompera de l'autre. Et savoir comment on gère l'échec, puisque nous, c'est considéré comme un échec, comment on rebondit quand on se trompe, c'est quelque chose qui est très important. Donc il y a tout un biais culturel qu'il va falloir dépasser pour pouvoir apprendre différemment. Eh ben, vous interpelliez Hugues Boursier, on va lui demander de réagir par rapport à cette question, c'est-à-dire on préfère qu'on se plante en formation, et plus généralement aussi vous faire réagir sur le présentiel, parce que chez SNCF, vous disiez au début de notre échange, bon, on en a encore besoin. Oui, alors, je vais contextualiser. C'est sûr qu'il vaut mieux que nos écureuils, les caténéristes qui sont derrière vous, se trompent en salle que quand ils vont travailler sur du 25 000 volts ou du 1500 volts. Hein. Ça, c'est beaucoup mieux. Ou que les sangliers, juste en dessous. On n'a pas les chiens encore chez nous. On a presque tout. Il y a beaucoup on a les sangliers et les écureuils. Donc, tout ce système très complexe qui permet de faire sur 30 000 km de voies, circuler 15 000 trains par jour, un train quasiment qui rentre dans une gare toutes les secondes. Donc, suppose qu'on ne se trompe pas et qu'on garantisse la sécurité à la fois des infrastructures, du transport et de nos clients. Et pour ce faire, on a évidemment un dispositif de formation qui a été construit de manière un peu empirique, avec beaucoup de textes. Donc tout le sujet pour nous de la digitalisation et du distanciel, c'est de mettre à disposition les contenus de la manière la plus facile possible pour nos stagiaires, en fait, at a WAD, anywhere, anytime, any device, et de pouvoir également dire finalement, la SNCF, c'est une entreprise qui court après le temps et qui est marquée à son chronomètre en permanence. Comment notre formation, qui s'inscrit aussi dans cette démarche, peut gagner du temps à former des nouveaux embauchés, du temps pour former aux nouvelles technologies. Eh bien, on va essayer de trouver le bon équilibre et qui, à un moment, s'appuiera de toute façon par la mise en pratique sans risque, nos 70%. Donc, on a amorcé depuis 3 ans un énorme travail de refonte des méthodes des contenus dans lequel on essaye d'injecter ce qui permet de passer ce qui est théorique et peut être travaillé en amont en distanciel
et qui évite aux stagiaires de se déplacer, à la faveur finalement de conserver le présentiel pour l'entraînement sur le geste métier. D'accord. D'accord. Donc on est assez proche de cette idée. On a un objectif moyen, mais ensuite il s'ajuste en fonction des cursus, d'aboutir dans quelques années à 30% de distanciel. D'accord, c'est un objectif très qui est ambitieux. Déjà accéléré dans certains cursus. Et il a été très accéléré par la crise sanitaire. Oui. Mais il a trouvé aussi sa limite, parce que quand on a épuisé ce qu'on peut faire en théorie, ensuite il faut passer à la pratique. C'est pas parce que vous savez que vous savez faire. Et tout le sujet pour nous, nos 70%, c'est de savoir faire. Et si on revient plus spécifiquement au projet des nouveaux campus, en quoi y a-t-il un lien entre les choix architecturaux, les choix d'aménagement des espaces et la plus-value pédagogique? Parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de pédagogie ces dernières minutes. La question de ces nouveaux campus, c'est de savoir comment ils vont nous aider, finalement, par exemple, à travailler mieux la pédagogie inversée. Alors je le dis rapidement, mais en fait, c'est un changement énorme. Ça veut dire que c'est un changement de posture pour les formateurs, qui vont devenir plus des coachs de leurs stagiaires, qu'ils entraîneront en amont, à distance, qu'ils vont faire interréagir en groupe, sur lesquels ils vont peut-être provoquer des erreurs pour tirer le fruit de cette expérience ou de ce pseudo-échec, mais qui n'est pas en situation à risque. Donc comment nos campus permettent d'aménager ça, comment l'équipement des salles permet par exemple de mesurer aussi ce qu'on fait, etc. Comment le déplacement permet de s'oxygéner. En fait, il y a des tas de leviers qui vont nous amener, grâce à cette nouvelle architecture, à repenser différemment les cas pratiques, l'organisation des séances, le rythme de travail. Donc c'est un vrai défi finalement organisationnel aussi. Merci beaucoup. Alors, on a parlé de passé, on s'est projeté, on a beaucoup parlé de présent, puisque le projet Nouveau Campus, notamment, mais Xavier nous a aussi parlé des projets actuels sur la région de Grenoble, par exemple, chez Schneider Electric. Ils sont vraiment pour aujourd'hui. Si on essaie de se projeter vraiment dans une époque lointaine, à 10, 15, 20 ans, quelle est votre vision, Véronique Veston, du futur de l'architecture, notamment en matière de formation et plus généralement? Alors, du coup, c'est la prospective et là, c'est jamais facile l'exercice de prospective. Non, c'est pas facile, mais bon, faut se lancer. Et puis après, lancez-vous. D'un côté, vous avez le droit à l'erreur, on l'a compris. Ah ben complètement. Donc je suis complètement libre de me tromper. Et mais là, on a entendu beaucoup de choses qui nourrissent cette prospective. Tout d'abord, il faut quand même rappeler que sur l'architecture, un projet d'architecture, de sa genèse jusqu'à sa mise en service, c'est du temps long, c'est extrêmement long. Donc, la notion de prospective par rapport à ce temps long, c'est 3, 4, 5 ans de sortir un projet et de le rendre. Et des fois, c'est encore plus long. Ça peut être plus long, ça peut être aussi plus court, mais voilà. Ça dépend de l'échelle et des enjeux. Mais ce temps long, il faut le prendre en compte et il faut l'apprécier à sa juste valeur, avec aussi cette idée de temps plus lent, parce qu'on est dans un temps plus rapide. Donc, et on le voit aujourd'hui, la société, en un an, là, elle vient de se transformer à toute vitesse. Donc là, il va falloir qu'on compare une société qui est en transformation et pour laquelle l'architecture est faite, qui est du temps long, avec une société qui a évolué à toute vitesse, beaucoup plus vite que ce qu'on aurait pu imaginer en 2018 ou en 2019. L'évolution, elle a été rendue obligatoire par la crise sanitaire. Donc là, tout là-dedans, dans cette notion d'évolution du temps, des temps, on a éventuellement des clés de prospective. Et je voulais aussi réagir sur cette idée qu'on va rebasculer aujourd'hui sur des savoirs vers les savoir-faire. Et donc là, c'est très important pour toutes ces questions environnementales, parce que vous l'aurez compris, la prospective, on est obligé maintenant d'être dans l'action obligatoire, enfin, c'est pour l'architecture, d'être dans l'action sur ces questions d'urgence climatique et le savoir-faire.
notre connaissance de l'environnement est prioritaire, primordiale, et c'est pas dans 15 ans qu'on doit avoir les idées, c'est aujourd'hui qu'on doit mettre en place ces idées-là pour que le monde soit prêt pour dans 10-15 ans avec zéro carbone, avec des nouvelles sources d'énergie, avec aussi pas que de l'ingénierie et des systèmes qui vont servir, avec aussi du confort pour l'être humain. On l'a vu, vivre confiné, ça nous a interrogé sur notre environnement proche, et donc ça doit intervenir dans toutes nos réflexions en tant qu'architecte. Donc on est sur une réflexion qui est compliquée, qui est difficile, parce qu'elle se doit être sous forme d'écosystème. Et on doit appréhender ces systèmes d'écosystèmes. Donc c'est vraiment la perspective, la prospective et les enjeux vers lesquels on est, c'est comment est-ce que l'architecture matérialise les écosystèmes dans lesquels l'être humain, dans lesquels notre société doit apprendre à vivre et à se construire en son sein. Et ça, c'est pour l'architecture. Et si on prend le pendant du patrimoine, là, je vais me faire militante, on doit absolument se donner les moyens et les outils pour avoir une compréhension, une connaissance du patrimoine de manière technique, de manière économique, extrêmement forte. Le patrimoine, vous l'avez vu dans mon discours, c'est pas forcément qu'une notion, et celle-ci est importante, culturelle, de préservation de la mémoire, de la culture. C'est aussi des outils, c'est aussi des moyens, c'est aussi une réflexion, et c'est aussi des prises de position. Parce qu'on peut avoir des idées sur la feuille blanche, mais notre réalité, c'est pas la feuille blanche. Notre réalité, c'est de l'existant. On ne partira... Là, aujourd'hui, on vit encore dans une ville haussmannienne du 19e siècle. Eh bien oui, on ne va pas la raser pour inventer la ville de demain. Donc, il faut absolument qu'on prenne connaissance. Et cette coupure entre les savoirs et les savoir-faire a fait qu'on est un petit peu quand même coupé de beaucoup de choses, de notre environnement, notre alimentation, notre architecture. Donc, l'architecture est à valeur d'action dans les prochaines années, ou même maintenant, en agir. Et le groupe AREP s'engage énormément sur ces sujets en mettant l'environnement au cœur de sa stratégie, et évidemment le patrimoine et son intervention sur des sites existants. Tout à l'heure, Xavier Perrin disait que l'immobilier, il y a quelques années, c'était considéré comme un coût. Maintenant, c'est un élément de productivité, de performance. Vous dites que l'architecture va être de plus en plus au centre des enjeux de demain, donc c'est une belle pré-conclusion, parce qu'il est maintenant un peu plus de 12h10, et on a la chance d'avoir pas mal de questions en ligne. On a dit qu'on en prendrait quelques-unes, on va commencer. Alors la première, c'est, je le lis sur l'écran, Monsieur Perrin tout à l'heure a parlé, avec un exemple intéressant, des chiens qui peuvent être dans certaines cultures emmenés dans les bâtiments, au bureau. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme services aujourd'hui qui sont proposés dans les entreprises? Peut-être une question pour vous? Aujourd'hui, quand on fait un bâtiment, on est obligé pour un tertiaire, pour faire travailler, mais aussi dans des usines, on va réfléchir quel service les personnes qui vont, quand ils vont venir, et dans les usines, les gens viennent parce qu'il y a, comme à la SNCF, il y a une nécessité d'être présent, vont avoir besoin pour être bien. Il y a des besoins qui sont élémentaires, donc partout il y a des cantines. Maintenant, on se pose la question, quel est le niveau de restauration qu'on va donner? Ça va assez loin sur tout ce qui est la restauration d'entreprise. C'est est-ce que je donne des choses équilibrées aux personnes? Est-ce que je fais du bio? Donc, il y a des demandes qui avant n'étaient pas exprimées. Avant, il y avait une cantine, il y avait 2 plats et tout le monde était content. Et aujourd'hui, vous avez une offre qui doit s'adapter à des cultures, à des allergies. Avant, vous étiez allergique, vous ameniez votre nourriture, ce n'était pas le problème de l'entreprise. Donc, vraiment, l'entreprise est en train de s'adapter à chaque individualité dans le cadre d'un collectif. Et la conciergerie, ça a beaucoup évolué en disant quel service je peux donner, mais ça va beaucoup plus loin. La restauration d'entreprise est en train d'évoluer en se disant, pendant le confinement, il n'y avait plus de restauration d'entreprise. Est-ce que les entreprises n'avaient pas une responsabilité de fournir des repas à leurs personnes qui travaillent chez eux? Donc, comment je peux le faire? Donc, si je travaille tout le temps de chez moi et pas dans la société, alors il y a des tickets restaurants, mais est-ce que je peux apporter un repas aux personnes? Donc, il y a vraiment toute cette notion de service. Une salle de sport, avant, c'était vu comme quelque chose d'anecdotique ou un luxe. On se rend compte que si je peux faire 1 heure de sport dans la journée, je suis mieux, je suis moins malade, et ça apporte un vrai besoin. Je me souviens qu'on a commencé à réfléchir dans certains projets sur avoir des salles pour faire la sieste. La première réaction m'a dit, mais on ne paye pas les gens pour dormir. C'est une vision un peu archaïque.
Et, des gens me disaient, moi, je vais dormir par terre, couché dans une salle de réunion, j'ai besoin de dormir. Il y a des gens, qui peuvent avoir besoin de dormir de manière physiologique, ils ont une pathologie qui leur disent, moi, il faut que je dorme une demi-heure entre midi et 2, parce que sinon, je ne peux pas faire toute la journée. Il y a des personnes qui ont besoin de se régénérer. Il y a des cultures, par exemple en Chine, ils font tous une sieste de 20 à 25 minutes dans la journée, sur leur bureau, parce qu'il n'y a pas de sieste pour ça. Ils se couchent sur leur bureau et tout le monde dort et c'est accepté. En France, on considère que celui qui dort est un flemmard. C'est quand même, c'est là où les facultés cognitives se régénèrent le plus. C'est quand même assez paradoxal. Donc, tous ces besoins qui sont de la personne, aujourd'hui, les bureaux doivent les prendre en compte dans le développement. On se rend compte qu'après cette crise sanitaire, le confinement étant passé, que les promoteurs qui font du logement se posent la question, je vais faire une unité de logement pour un couple, ou est-ce qu'il y aura un endroit pour faire du télétravail? Avant, on ne se posait pas la question. Avant, il y avait des WC sur les paliers, un jour on les a mis à l'intérieur, et là on est en train de se dire, dans le logement, dans le résidentiel, il faut que j'ai une modularité pour permettre à 2 personnes, s'ils vivent dans 50 mètres carrés, de travailler sans se contaminer l'un l'autre par rapport au bruit. Donc ça va vraiment faire bouger les lignes, et ça remet en cause un tas de choses qu'on pensait acquises. Passionnant parce qu'il se passe effectivement tellement de bouleversements. Alors j'ai une autre question, peut-être pour Hugues. Pourquoi n'est-il question que du bien-être des clients des centres de formation SNCF? La qualité de la formation ne dépend-elle pas aussi du bien-être du sachant, donc le formateur, hein, j'imagine? Alors, je devine la question d'un formateur derrière Bien cette sûr, question. Évidemment, il est question du bien-être des sachants et des apprenants. Les formateurs sont surtout pas oubliés dans ce dispositif. Et finalement, la formation sera d'autant mieux perçue par les stagiaires que les formateurs, si les formateurs sont bien dans leur peau et bien dans leur environnement de travail, avec un équipement moderne, bien organisé, etc. Donc tout est pensé à la fois pour nos clients, mais on ne dit pas sans nos clients, et pour nos formateurs, qui sont des ressources rares chez nous. Donc, alors je vais vous donner un exemple pour illustrer mon propos. Avant même la construction qu'on ait terminé Bègle, on teste actuellement à Nanterre un nouveau système de restauration qui permet non seulement aux stagiaires de s'alimenter de manière plus qualitative, c'est un nouveau concept qui s'appelle Foodle, avec des armoires réfrigérées. Il y a une appli et chacun peut commander quasiment ce qu'il veut à l'avance s'il est allergique au gluten, etc., avec une variété d'offres incroyablement variées. Et ça, c'est au bénéfice à la fois des stagiaires, mais également des formateurs qui prennent leur repas sur le centre. Donc, c'est nouveau, on le teste, on verra si on le déploie ensuite plus loin, et on n'oublie jamais dans la construction et la préparation de nos centres de penser aux équipes qui vont être sur place, qui vont faire vivre le centre. C'est aussi toutes les fonctionnalités. Comment va fonctionner ce centre? Est-ce qu'on leur donne, on parle de conciergerie, évidemment c'est un sujet extrêmement important. Quand les gens arrivent de l'autre bout de la France, ils ont des valises, il faut qu'ils puissent les poser rapidement, retrouver, bon voilà, c'est toute une organisation qui peut être traitée en interne. On a notre branche qui s'appelle le Team Service et qui traite ça en général, et qui doit permettre d'ailleurs de libérer du temps pour nos futurs formateurs, coachs, accompagnateurs, et être plus à disposition des arrivants que des sujets de logistique. D'accord. Voilà, mais j'ai 1000 autres exemples à donner sur l'amélioration de la qualité de vie au travail qu'on va développer grâce à ces campus. On a une autre question intéressante, alors peut-être plus pour Véronique ou Xavier, ou enfin qui vous voulez. La politique de l'augmentation des surfaces vitrées pour capter la chaleur n'est-elle pas finalement écologiquement contre-productive puisqu'elle s'accompagne de la mise en place nécessaire de climatisation énergivore? C'est beau le vert, mais finalement, c'est pas écologique. Je ne pense pas que l'augmentation des surfaces vitrées soit faite pour capter la chaleur par rapport à la question, mais c'est vrai qu'on a de plus en plus de surfaces vitrées, et derrière, ça répond à un besoin qui est l'accès à la lumière naturelle. Ça fait, quand on fait des bureaux du tertiaire, on se pose la question, est-ce que les gens auront accès à la lumière naturelle? Et ça fait une vraie différence. Il y a beaucoup de technologies, ça a beaucoup évalué sur le vitre. Il y a une société française très en avance là-dessus qui s'appelle Saint-Gobain, qui a développé des smart glass, donc des vitres intelligentes qui permettent de filtrer la chaleur. Et finalement, elles arrivent à filtrer, à moduler, la vitre va changer, va s'opacifier pour pas laisser rentrer le soleil, et la température va être préservée. Et finalement,
avec des technologies comme ça, on arrive à avoir moins de chaleur à l'intérieur que lorsqu'on n'a qu'une vitre. Mais l'accès à la lumière naturelle, c'est quelque chose qui est... Moi, j'ai déjà travaillé dans une cave, on peut pas, on n'est pas fait pour ça. On n'est pas entraîné pour ça, on a besoin de, comme les plantes, on a besoin de lumière. Donc je pense que effectivement, les surfaces vitrées à l'ancienne sont très consommateurs. Maintenant, quand vous mettez la géothermie dans un immeuble pour le refroidir, vous n'utilisez pas de l'énergie fossile et finalement, vous pompez dans quelque chose qui est renouvelable. Donc, c'est pas l'un ou l'autre. Je pense qu'il faut garder l'accès aux lumières naturelles. On parle de plus en plus de bois. Comment le bois peut jouer avec. Et il y a des sociétés qui travaillent dans le futur. On peut penser que dans 2-3 ans, ces surfaces vitrées captureront l'énergie solaire et alimenteront la clim pour les refroidir. Donc, c'est en train d'avancer très, très vite. Et on parlait d'un temps long. Le temps long, c'est pas 10 ans. Le temps long, c'est 2-3 ans. Un complément, Véronique, point de Moi, vue d'architecte. je suis tout à fait d'accord. Et c'est vrai que c'est extrêmement enthousiasmant de voir que les technologies vont dans le sens du confort des gens qui exercent et expérimentent l'architecture à chaque seconde de leur vie, et on le voit dans les gares, sur des systèmes anciens, de voir tout le travail, toute l'énergie qui est mise en œuvre et déployée pour guider les voyageurs, par exemple, vers leur train avec la lumière, avec les circulations, la lumière. Comment est-ce qu'on arrive avec des grandes verrières à faire descendre la lumière à des étages souterrains qui vont s'ouvrir sur le RER, sur le métro, sur des espaces qui, par vocation, sont sous terre, donc n'ont pas de lumière. C'est vraiment comment on accompagne l'être humain en lui donnant le maximum de lumière par la technologie et par aussi toute la réflexion sur la conception. Donc c'est primordial d'aller dans les deux, de coupler toutes ces fonctions, toutes ces disciplines pour pouvoir apporter le meilleur bien-être aux gens qui expérimentent l'architecture. Alors je regarde l'écran. Je vois devant les yeux quelque chose qui n'est pas forcément une question, mais une réflexion. Alors on va vous la partager. À l'heure où le turnover des dirigeants est une norme, le patrimoine immobilier doit être révélateur que d'autres étaient là avant eux avec leurs compétences. Tout à fait. Une réaction ? On a les promoteurs immobiliers, les frères Pereire, qui ont construit le quartier Saint-Lazare, par exemple, et qui ont été aussi les grands promoteurs des compagnies, des premières compagnies ferroviaires. Donc effectivement, il y avait d'autres personnes avant et des compétences. Après, c'est une accumulation de compétences qu'il faut aller chercher là et pas essayer de voir s'il y avait un mieux avant ou si le passé était meilleur. Il faut faire fructifier et puis fédérer toutes ces compétences dans le temps pour construire demain. Donc oui, c'est une réalité. Vous rebondissez ? Oui. Je ne pense pas que le turnover des dirigeants soit la norme. Ah je oui, pense qu'en revanche, les projets, de plus en plus de projets, sont sur des cycles plus courts. Et que voilà, on a un rythme qui est plus rapide. Alors parfois, certains dirigeants ou chefs de projet accompagnent des projets. Alors on a la chance à la SNCF d'être sur souvent des projets colossaux qui fait qu'il n'y a pas trop de turnover en fait, ou en tous les cas c'est pas effrayant comme taux, et on peut accompagner les projets dans la durée. Alors, j'ai une autre question. Monsieur Choron nous a expliqué tout à l'heure que la précédente révolution dans les espaces de formation et de travail, c'était le coworking. Quelle est la prochaine révolution? Quelle est la prochaine innovation? Qui veut répondre? Je vais essayer de prendre celle-ci. Au-delà de l'innovation, il y a une notion que j'aimerais vous partager. C'est une notion qui est née aux États-Unis. Ils appellent ça Education as a Lifestyle. C'est vraiment la notion que l'apprentissage, c'est tout au long de la vie et pour la vie. Et que l'apprentissage ou la formation, c'est pas uniquement dans une salle en e-learning ou même en classe virtuelle, que tout peut être source d'apprentissage. C'est plus une posture d'esprit. Et nous, on y croit beaucoup. On trouve que c'est intéressant et on essaye à notre niveau d'œuvrer pour que la formation et l'apprentissage, ça devienne un style de vie un peu comme pour certains, le sport est un style de vie où finalement, il y a des gens qui ont une activité physique qui est quotidienne, qui est régulière, qui devient presque inconsciente, qui devient presque un besoin viscéral, mais évidemment, c'est un besoin très sain. Et de ce point de vue-là, il y a des notions qui apparaissent en termes de... Alors là encore, c'est les Américains, ils appellent ça power skills, c'est encore plus fort que les soft skills. Et il y en a un, c'est la notion d'apprenance, apprendre à apprendre, cette espèce de curiosité, toujours envie... Apprenance, c'est ça. Oui, apprenance, oui. Et vraiment vouloir
s'inspirer de tout ce qui se passe, de toutes les interactions, et il y a vraiment une notion d'apprentissage informel pour avoir envie de se développer et d'être toujours curieux et ouvert sur les choses. Voilà. Et je pense que c'est une notion qui est assez intéressante. Donc là, on n'est plus vraiment dans le sujet du lieu ou de la modalité, mais plutôt de l'état d'esprit. Il donnera lieu de toute façon. Comment ? L'état d'esprit donnera lieu, Oui. Ça viendra après. Et le lieu, finalement, c'est quelque chose qui permet cela et qui permet de libérer cela. Un beau concept, hein, l'apprenance. Je l'ai appris, hein, mais aujourd'hui. Dernière question peut-être, parce qu'on en a d'autres, mais on va être obligé de conclure. Le thème des Journées du patrimoine, c'était apprendre pour la vie. Que peut-on apprendre vraiment pour la vie et qu'est-ce qu'on ne peut pas apprendre pour la vie? Alors moi, je pense que on ne peut pas apprendre ce qui n'est pas encore là. En revanche, on peut, pour la vie, apprendre à apprendre, voire apprendre à comprendre. Encore une autre étape. Donc, il y a des socles. La manière, on peut apprendre à avoir une approche plus système, important pour nous à la SNCF. On peut apprendre à se mettre à incrémenter chez soi une culture de la sécurité. Ça va servir aussi pour le cheminot tout au long de sa vie. D'accord. Qui veut rebondir? Moi, peut-être sur ce que j'ai appris sur les 10-15 dernières années par rapport à l'évolution de l'immobilier dans les postes où je suis passé, c'est que tout est possible. Et on pensait, et cette crise est une illustration sanitaire que tout est possible. Je me souviens avoir étudié à la SNCF qui nous reçoit aujourd'hui, que le premier train, je crois que ça faisait Paris-Saint-Germain-en-Laye à 25-30 km/h. Et si on avait dit à cette époque-là aux cheminots, vous allez faire 500 km/h en TGV, ils m'ont dit, vous êtes fous. Donc, et s'il y a 6 mois, on avait dit aux personnes, toute la France entière va travailler de chez soi pendant 2 mois, on dit, vous seriez fous. Donc, il n'y a pas de limite. C'est en train de l'évolution de la technologie. Je voyais qu'il y avait une question sur la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Entre l'évolution de la technologie, ce qu'on arrive à faire, il n'y a pas de limite. Et s'affranchir du statu quo, de ce qui existe aujourd'hui, ce qui est très compliqué, puisqu'on a une histoire. Donc, il faut quand même le prendre en compte pour essayer de faire des choses qui n'ont pas encore été faites. C'est là où vraiment on va apprendre quelque chose. Merci Xavier. Et moi, je vais vous demander de conclure en 5 minutes à 4. Vous allez me dire, vous êtes fous, mais on va y arriver, puisqu'il est 12h25 et que nous devons, comme un train SNCF, être ponctuels. Donc, Hugues, un petit mot de conclusion? Alors, un petit mot, j'ai 3 petits points moi, que je me suis noté, mais je vais les faire vite. D'abord, mon mot, ça serait de dire en quoi l'architecture, plus le projet de nos nouveaux campus, nous amène à innover et comment cette innovation finalement pousse le développement des compétences. Hein. Comme si nos campus étaient des centres de recherche. Ça, c'est la première chose. Alors, il faut sans doute, deuxième réflexion, c'est qu'on ait un immobilier qui nous aide à ne pas être immobile. Et avoir vraiment à mettre en posture de flexibilité, tant dans le fonctionnement du quotidien que dans les méthodes d'apprentissage. Enfin, je rêve, ça sera mon conclusion, je rêve que ce projet de nos nouveaux campus puisse nous permettre de proposer finalement un parcours stagiaire avec une expérience apprenante, comme on pourrait avoir un parcours client avec une expérience client. Merci Hugues. Xavier? La flexibilité, je pense que le seul point, c'est soyons très flexibles, parce que tout ce qui était vrai hier ne le sera plus demain, et ce qui existe aujourd'hui existera différemment demain. Donc restons flexibles dans l'immobilier, tout doit être réversible, il faut réfléchir en termes de confort et en termes de demain sera complètement différent, et quand ça sera le cas, qu'est-ce que je vais faire avec mon immobilier qui ne doit plus être immobile, pour reprendre le mot d'Hugues. Merci beaucoup. Tam? Tout d'abord, je voudrais vous remercier la SNCF de l'invitation et de vous tous pour ces échanges. C'était un vrai plaisir. Je voulais revenir sur la réflexion que je me faisais en écoutant tout ce qu'on disait, sur le rôle central de la formation, surtout dans cette période où on n'arrête pas de parler d'obsolescence des compétences et d'évolution, voire de disparition des métiers. Et on voit bien que pour une entreprise, la formation, c'est donner les moyens et des vrais moyens à ses collaborateurs de continuer à développer les nouvelles compétences et donc de maintenir et développer leur employabilité, ce qui en retour finalement est facteur d'engagement de la part de ses collaborateurs et ça se fait au service de la performance collective de l'entreprise. Merci Tam. Véronique?
Ben moi, je trouve que la thématique de ce débat est extrêmement, Vaste, oui, mais riche. on peut en faire, la conclusion avec ce triptyque, extrêmement passionnant, et on voit, créateur de plein d'idées sur le patrimoine, la transmission, l'innovation. C'est vraiment un triptyque qu'il faut vraiment appréhender, de manière, très forte, et moi j'entendais là, je réagis sur, ce que tu disais avec, cette idée que tout était possible. Moi, j'aurais tendance à dire, que oui, et pour autant, il faut qu'on donne des limites. Mais attention, pas des limites au sens limitative, qui est un peu négatif, mais des limites au sens, justement, quel sens on veut donner à tout ça? Donc quelle réflexion, quel sens, on apporte à toutes nos actions? Parce que ça, c'est extrêmement important, et dans cette ère, qui correspond à celle du ferroviaire, de 180 ans d'évolution industrielle, d'évolution, dans lequel on est encore, il faut absolument qu'on ait cette réflexion, qu'on porte tous et qu'on partage tous cette réflexion sur le sens des choses. Et je pense que le patrimoine, c'est sa définition. Donc, c'est absolument extraordinaire qu'on puisse parler de tout ça en ces premières journées du patrimoine qui vont se dérouler tout le week-end. Ouais, jusqu'à dimanche. Merci beaucoup à vous quatre. C'était passionnant d'animer ce débat. J'ai appris beaucoup de choses également de mon côté. Alors, vous pouvez retrouver l'intégralité de cet échange sur le site patrimoine.sncf.com du groupe SNCF. Et vous pourrez également nous suivre cet après-midi à 16h pour un autre webinaire qui est intitulé « Hier, aujourd'hui et demain, évolution de la transmission des compétences ». Donc on aura un angle un peu différent, et j'aurai à cette occasion le plaisir d'échanger avec Agathe Malinas, qui est du groupe Suez, François Debois, qui est du groupe Ségos, et Pierre Givre, qui est du groupe SNCF Réseau. Par ailleurs, on me dit que dans quelques jours, un best-of de nos échanges